Je vais vous présenter l'opération Neptune, une traversée en kayak que j'ai réalisée en partant de Portbou, à la frontière espagnole, jusqu'à Ventimille, à la frontière italienne, en longeant la côte. Le kayak est sur le toit de la voiture qui file sur les routes escarpées de la côte de Vermeil, côte rocheuse entre la France et l'Espagne. Je pars de Portbou, la première ville espagnole après la frontière. Ça y est, la voiture commence. La météo est parfaite, très peu de vent, je passe rapidement le cap Cerbère qui marque la frontière entre la France et l'Espagne. J'arrive maintenant au Cap Béar, premier passage que j'avais repéré comme étant potentiellement difficile. En effet, on m'avait averti qu'il pouvait être compliqué à passer à cause des courants, mais aujourd'hui, avec les conditions climatiques parfaites que j'ai la chance d'avoir, je le passe sans difficulté. Juste après avoir dépassé Port-Vendre, je vois une nuée de mouettes et de goélands fondre vers un point juste devant mon kayak. C'est révélateur d'une grosse chasse de poissons, probablement des thons bien que j'arrive un peu trop tard pour les apercevoir. Au cours de la matinée, j'ai pu observer un grand nombre de méduses suicides avec une espèce de couronne noire. C'est une espèce que je ne connaissais pas et que j'ai pu retrouver tout au long de la traversée. Je ramasse les déchets flottants que je croise. C'est un petit geste simple mais nécessaire pour maintenir la propreté de nos mers. Donc au cours de l'après-midi de ce deuxième jour, j'ai eu ma première casse matérielle. C'est la partie en plastique de la poignée du gouvernail qui a cédé. J'ai cherché un moyen de la réparer, mais il n'y avait rien à faire, je vais devoir attendre ce soir et mon bivouac pour essayer de faire quelque chose. Bon, je vais m'installer ici pour bivouaquer. Mais contrairement à ce que j'avais vu dans les repérages, les herbes ont beaucoup poussé, c'est impossible. Alors je cherche ailleurs. Donc du coup j'ai appelé le camping côtier le plus proche, donc juste après, et il ferme à 18h30, donc là je vais devoir me dépêcher. Cette fois-ci j'ai eu l'idée de fabriquer une sorte de harnais sommaire avec mon bout de remorquage, ce qui me permet de tirer plus facilement le kayak. J'arrive finalement juste à temps pour prendre mon emplacement et je m'installe tranquillement pour la nuit. Une fois installé, je regarde plus en détail la casse que j'ai eue sur la poignée du gouvernail. Malheureusement, je ne peux faire aucune réparation et les moyens à ma disposition. Je décide de commander une pièce de rechange pour faire la réparation au niveau de Montpellier où habitent mes parents et où je pourrai donc m'arrêter pour réparer, je l'espère. Il faut savoir que mon kayak est équipé d'un pédalier afin d'alterner les bras et les jambes pour limiter le risque de tendinite. Or, sans le gouvernail, je ne peux plus utiliser ce pédalier. Cela va être plus dur prévu, je suis un peu frustré que ça m'arrive au deuxième jour, alors que je m'entraîne sur le kayak depuis 2 mois, mais je savais que j'aurais des imprévus qui viendraient compliquer la partie et je vais faire avec.
Le vent forcit très vite dans la matinée et des vagues de face commencent à se créer, ce qui m'a ralenti énormément. Je décide donc de m'engager dans l'étang de Leucate, dans le but de longer la côte dans l'étang et non pas dans la mer. Ça ne me permettra pas d'échapper au vent, mais au moins je serai à l'abri des vagues. Dans l'étang, je trouve une épave de bateau retournée sur une plage. Je creuse un trou dans le sable pour me faufiler à l'intérieur. Voilà, je suis à l'intérieur du bateau. Mais je les vois, il y a des mouettes sur toute cette île. Il va vraiment falloir que je cherche ailleurs. Finalement, je trouve une autre plage où je m'installe discrètement. Après ma première nuit de bivouac, je me dirige vers le port de Leucate pour quitter l'étang et ainsi rejoindre la mer. J'atteins le cap Leucate assez rapidement et je m'y arrête pour manger et admirer la beauté du paysage. J'ai pu assister à l'entraînement de sauveteurs hélicoportés, ce qui a été assez impressionnant. Bon, je suis explosé de fatigue. Je devais m'arrêter juste après le cap Leucate. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était pas assez long. Ça faisait perdre une après-midi. Du coup, je me suis dit autant tenter d'aller au bivouac suivant. Sauf que le vent qui était de base en ma faveur s'est retourné en ma défaveur. Et là-bas, je sais pas si vous pouvez la voir, mais il y a la digue de Port-la-Nouvelle qui est très grande, qui a été construite. Et j'ai galéré pendant des heures à la franchir. Là enfin, donc, je viens de m'échouer sur cette plage. Il y a le vent, comme vous voyez, il y a des vagues. Et je suis encore assez loin du bivouac que j'avais pris. Donc là, j'ai tiré mon kayak à distance. Je vais encore le charrier jusque là-bas pour tenter de trouver un bivouac. Pour bivouaquer, je dois trouver un endroit à l'abri du vent. Pour cela, je passe 2 heures à tirer mon kayak sur le sable pour plus d'1 kilomètre parcouru à travers de petites dunes, puis une énorme étendue de sable plat, ce qui m'a aidé sur la fin car le chariot s'enlisait moins. Sur la vidéo, je fais le chemin inverse pour chercher le bidon d'eau de 10 litres que j'avais laissé afin d'alléger mon kayak. Je m'installe enfin pour dormir à l'abri derrière des ruines. Heureusement, ce matin, je n'aurais pas tiré le kayak sur le sable, car un étang communiquant avec la mer se situe juste à côté des ruines où j'ai dormi. Je dois quand même tirer mon kayak car l'eau n'est pas assez profonde pour pagayer, mais je n'ai pas à supporter son poids car il flotte dans les 30 cm d'eau de l'étang. Dans la journée, je dépasse Gruissant et m'installe dans un camping côtier à quelques kilomètres. Cette étape, moins longue, me permet de récupérer un peu de la veille. Aujourd'hui, je m'arrête pour manger vers Port-Narbonne, sur une grande plage où se sont échouées une forêt de bois flottés. Cela fait 4 jours que j'ai cassé la poignée du gouvernail. Je n'ai heureusement pas de tendinite, mais les ampoules sur mes mains deviennent inquiétantes. Certaines sont purulentes, je désinfecte et mets des pansements. Pour quitter le camping, je hisse le kayak sur la rampe de béton qui sépare le camping de la plage. Aujourd'hui, il y a un fort vent d'est et une grosse houle qui m'ont réveillé pendant la nuit. J'hésite un peu à prendre la mer, mais je décide d'y aller pour me tester. Je n'ai encore jamais navigué sur une mer aussi agitée, et j'ai envie de me tester pour mieux anticiper les passages compliqués que j'aurai par la suite. Après de longues heures à braver le vent et les vagues, je m'arrête. J'ai appris qu'il était possible d'avancer malgré une telle météo, mais je ne peux pas espérer faire plus de 10 km dans ces conditions. Ça me sera sûrement utile par la suite. Après une journée de repos car la météo s'était empirée, aujourd'hui le temps est bon, je me dirige vers Agde et en fin de matinée j'arrive en vue du fort Brescou, un fort construit sur une petite île volcanique devant le cap d'Agde. Je m'y arrête pour manger.
Aujourd'hui, j'ai vu plein de petites créatures violettes flottant à la surface de l'eau et possédant une petite voile transparente leur permettant de se déplacer avec les vents et les courants. Ce sont des vélèves. Je reprends la mer puis m'arrête au niveau du cap. Je tire alors mon kayak sur une ancienne coulée de lave solidifiée au contact de l'eau il y a des centaines de milliers d'années. Je nage un peu dans ce relief sous-marin volcanique en pensant au spectacle que devait être l'éruption du volcan et la rencontre de roches en fusion avec les eaux de la Méditerranée. Je m'arrête en fin de journée sur la grande plage entre Agde et Sète. Je me dirige vers le mont Saint-Clair, colline sur laquelle la ville de Sète s'est construite. J'avance bien et arrive en vue du port de Sète dans lequel je peux contempler le grand chantier naval. Voir ces bateaux en réparation me fait penser que je vais bientôt devoir tenter de réparer la poignée du gouvernail lorsque je serai à Montpellier. En effet, si j'ai pu parcourir déjà de nombreux kilomètres seulement avec mes bras, quasiment depuis la côte espagnole, sans avoir de tendinite, je n'aurai sans doute pas autant de chance jusqu'en Italie. Je m'arrête un peu après Sète. Je pars de Fontignan, petite ville juste après Sète, et je m'arrête au niveau de la plage de Villeneuve-les-Maguelones. Un ami m'y rejoint pour réaliser quelques plans de run. On peut voir la cathédrale de Maguelone, une magnifique cathédrale de style roman, construite entre la mer et les étangs au XIIe siècle. La pièce commandée n'est toujours pas arrivée, je m'arrête quand même pour essayer de trouver un moyen de réparer cette poignée et en fait tout le système de direction du gouvernail. J'ai passé plusieurs jours à essayer de réparer tant bien que mal, j'ai refait une poignée en bois, ce qui s'est malheureusement soldé par un échec car le bois trop tendre s'est fendu sous la pression de la pièce en fer à l'intérieur du kayak qui permet d'orienter le gouvernail. Finalement, je fais une nouvelle tentative de réparation en utilisant la poignée abîmée et en y faisant un nouveau trou, puis en insérant un pas de vis neuf. C'est une réparation de fortune, mais pour l'instant ça marche. Je repars enfin en pouvant utiliser le pédalier. Je passe Carnon, la Grande Motte, et j'atteins même le Haut du Roi grâce à un vent favorable en fin de journée. Sur le trajet, j'ai pu observer des dizaines de grosses méduses brunes urticantes. Toujours beaucoup de vent de terre aujourd'hui, mais j'en ai assez d'attendre, je veux passer à l'action, je prévois donc une courte étape pour me tester. Je remarque assez vite que le vent n'est pas seul à me propulser, il y a également un puissant courant vers l'ouest. Je dois lutter pour maintenir mon cap vers la pointe de l'Espiguette car si je rate la langue de sable, je serai en pleine mer et le vent et le courant m'entraîneraient vers le large. Je parviens en pagayant à plein régime à maintenir le cap, et en m'approchant de la bande de sable, je vois des dizaines de kitesurfers et planches à voile qui profitent du vent fort, tout en ne risquant pas de partir au large grâce à la protection naturelle de la pointe de l'Espiguette. Plusieurs kitesurfs me rasent à toute vitesse et je dois sans cesse anticiper et manœuvrer pour les éviter. Après avoir passé la pointe, plus rien ne me sépare de la mer. Hors de question dorénavant de prendre la mer et mon kayak, je me ferai emporter au large sous l'effet conjugué du vent et du courant. Je me résous donc à devoir le tirer sur la plage jusqu'à ma destination quelques kilomètres plus loin.
Le Mistral qui m'empêchait de traverser la Camargue est enfin tombé. La météo est de nouveau bonne, je peux continuer ma route. Je m'installe en haut d'une dune pour déjeuner. Je vois alors que les étangs sont juste derrière moi et qu'il y a à peine 50 mètres qui les séparent de la mer. Je découvre sur la plage une grande cabane de bois flotté. Je suis tenté d'y passer la nuit, mais je préfère continuer ma route jusqu'au Sainte-Marie. Je ne veux pas perdre trop de temps en Camargue pour éviter de me faire coincer à terre par un fort Mistral. En fin de journée, j'atteins le Petit Rhône. Le courant n'est pas très fort, je le franchis sans difficulté. J'arrive enfin devant les Saintes-Maries de la Mer. Je vois les belles pierres de l'église de Notre-Dame de la Mer. Arrivé sur la lagune de Beauduc, je m'arrête et mange mon casse-croûte en m'installant sur une souche de bois flotté. Je vois un ramasseur de téline qui s'approche en tirant son râteau au bord de l'eau. Son chien noir, aux magnifiques yeux bleus, m'apprivoise directement et me suit pendant que je marche pour explorer la lagune de sable et de sel. Je discute avec le ramasseur de téline, et celui-ci m'apprend que la semaine passée, avec le fort Mistral, il n'a pas pris son bateau. Ça me rassure et me conforte dans l'idée d'avoir retardé mon départ pour traverser la Camargue. Je contourne la lagune et arrive devant le phare de Beauduc. Comme chaque soir, j'installe ma tente, fais sécher mes affaires et me prépare un endroit pour manger. Alors voilà le bio de ce soir, donc à ma tente, le kayak, la mer, je protège un peu du vent ici. J'ai mis mon eau ici, donc je l'ai facilement accessible, j'ai quelques trucs qui sèchent là-bas. Et là j'ai mon coin pour manger, donc je me suis fait un petit banc, j'ai mes sacs, ma nourriture et je vais bientôt commencer à faire cuire. Ce matin, c'est l'humidité et non pas la lumière du soleil qui m'a réveillé. Un brouillard très dense s'est levé pendant la nuit, il faut absolument que je reste très proche du bord pour ne pas le perdre de vue. Vers 10h, le brouillard laisse place à un ciel bleu qui me permet d'admirer le phare noir et blanc de Faraman. Je suis à l'endroit le plus isolé de toute la traversée, et pourtant je retrouve encore des déchets plastiques sur la plage. Quelques kilomètres plus loin, la poignée de mon gouvernail cède à nouveau, me voilà une fois de plus sans pédalier, réduit à pagayer. Au programme ce soir, une petite soupe forestière. Je suis en train de faire chauffer l'eau. Premier obstacle aujourd'hui, le passage du Rhône. J'ai beau aller au large pour sortir de la zone où les vagues se brisent, elles continuent de se casser. Je suis obligé d'avancer et donc de prendre des vagues de travers qui risquent de me retourner. Finalement, lorsque j'arrive au niveau du Rhône, les vagues ne se cassent plus. Je comprends alors que de chaque côté du Rhône, des sédiments se sont déposés. Ainsi, il y a peu de fond, même au large, ce qui explique que les vagues se brisent. Ça y est, j'ai passé le Rhône, j'ai passé les grandes vagues, on dirait pas de loin, mais elles sont pas mal grandes. Et là, je suis sur la petite langue de sable, derrière moi, il y a fosse. Encore des vagues, mais je pense un peu moins. Là, ce qui va être compliqué, c'est passer les gros bateaux, les gros cargos pétroliers, porte-conteneurs. Mais let's go!
Je vois alors un filet de pêche pris dans des bois flottés à quelques mètres du bord. Cela m'attriste car de nombreux animaux marins qui viennent au delta du Rhône pour se nourrir pourraient s'y prendre. Je n'ai pas la possibilité de retirer ce filet, qui est beaucoup trop grand pour que je l'embarque, mais je le signale par la suite. Finalement, mes craintes concernant le passage du port industriel de Fos-sur-Mer, qui est encombré par de nombreux pétroliers, sont infondées. Les pétroliers circulent à faible allure et je peux facilement louvoyer entre ces géants. Je traverse le golfe et m'arrête à Port-de-Bouc. Je constate alors que la pochette étanche contenant mon téléphone s'est un peu déchirée et que ce dernier a pris l'eau et ne fonctionne plus. Aujourd'hui, je suis obligé de prendre une pause pour régler le problème du téléphone. Mes parents viennent m'aider et un ami me prête un ancien téléphone. De plus, j'apprends que la pièce de rechange pour réparer le gouvernail n'arrivera pas avant plusieurs semaines. Je décide donc de profiter de cette pause forcée pour faire une dernière tentative de réparation. Je vais trouer la pièce en métal et y insérer une vis en acier inoxydable. Elle ne s'adaptera plus avec la poignée d'origine, mais de toute façon je ne l'aurais pas eu à temps. Je n'avais pas osé faire une telle réparation auparavant car j'espérais pouvoir récupérer une poignée neuve. Mais maintenant, la réparation est très solide, j'ai bon espoir qu'elle tienne jusqu'à la fin de l'aventure. Je quitte Port-de-Bouc, puis passe le Cap Couronne. Je m'arrête dans la calanque du Grand Méjean pour faire une pause et profiter pour me baigner dans ces eaux cristallines. Je vois de nombreux poissons de roche, girelles, serrans, vieilles et un beau banc de sop. Moi qui ai l'habitude de dormir dans une tente sans matelas, ce soir je suis à l'UCPA de Nulon. Je me couche le ventre plein dans un vrai lit. Je pagaille ainsi toute la matinée et arrive aux îles du Frioul à l'heure du déjeuner. Je passe à côté du château d'If, un château construit sur un îlot entre Marseille et l'archipel du Frioul. J'ai une vue imprenable sur Marseille et sur la basilique Notre-Dame de la Garde que j'aperçois au loin. Depuis le début de l'aventure, je réalise régulièrement des mesures de qualité de l'eau. Je suis la température, le pH et la turbidité en collaboration avec l'association RIEM qui transmettra ces données à des chercheurs. De mon côté, je vais mettre en ligne une carte interactive représentant ces données sur le site du projet Neptune. Je continue ma route vers Cap Croisette. Arrivé là-bas, il y a un bras de mer d'une vingtaine de mètres entre le cap et l'île Mère. De nombreux bateaux y passent, c'est une véritable autoroute. Je me baigne un peu plus loin. Je m'installe pour la nuit sur la terrasse de l'UCPA de Cap Croisette et je passe la soirée à admirer le coucher de soleil en discutant avec des gens de l'UCPA. Aujourd'hui, je prévois d'aller jusqu'à l'UCPA de Sormiou, qui n'est pas très loin de Port Croisette où je viens de passer la nuit. Et pour allonger donc cette étape et par soif d'exploration, je décide de faire le tour des îles de l'archipel de Riou. Je me baigne sur une petite plagette au nord de l'île de Riou et je découvre un univers de poissons comme j'en ai rarement vu. La bouche ça frétille dans tous les sens.
Je m'arrête quelques instants au sud de l'île Riou. J'ai une pensée pour Antoine de Saint-Exupéry dont l'avion s'est écrasé en ce lieu magnifique. Je retourne vers la côte et je m'approche de la calanque de Sormiou. Je m'arrête un peu avant la calanque pour me baigner et profiter des fonds marins spectaculaires. Je suis dans une réserve où la pêche est interdite et ça se voit. Le moniteur de kayak de l'UCPA de Sormiou m'a indiqué sur la carte plusieurs grottes et failles accessibles à la nage ou en kayak. Je vais tenter de les retrouver aujourd'hui. La première se situe dans la calanque de Morgiou, c'est la grotte bleue. Je continue ma route et m'arrête à la calanque suivante, Sugiton. Elle est magnifique et bien plus sauvage. Il y a nettement moins de monde qu'aux autres. Je trouve la majestueuse faille dont m'avait parlé le moniteur hier soir. Je ne pouvais pas la rater. Après avoir encore visité quelques grottes, je m'arrête dans la calanque d'Envaux pour déjeuner.
Après m'être bien rafraîchi, je reprends la mer direction le cap de l'Aigle. Une mouette assez curieuse de voir un kayak me suit pendant quelques temps. Le vent se lève, mais je finis par passer le cap et à atteindre mon bivouac de ce soir, l'île verte, au large de la Ciotat. Je quitte l'île verte et j'avance bien grâce à un vent d'ouest encore très puissant. Le temps est grisâtre aujourd'hui et alors que j'étais en train de manger, une fine pluie se met à tomber. C'est là que je me rends compte d'une chose. Cela fait un mois que je suis parti et ce sont les premières gouttes de pluie depuis le début de l'aventure. Je suis vraiment chanceux. En dehors de l'avantage pour moi de ne pas avoir eu jusqu'à présent à dormir sous la pluie ou l'orage, c'est malheureusement le témoignage d'une tendance locale d'assèchement du bassin méditerranéen avec le changement climatique. Je continue vers l'île de Bandor et m'engage dans la baie de Sanary-sur-Mer. Le vent a légèrement tourné et passe au sud-ouest, et je dois désormais faire face à pas mal de houle. De nombreuses vagues se brisent sur mon kayak, me trempant au passage, mais aucune ne risque de me retourner. Je connais bien mon kayak et j'ai gagné en expérience dans les vagues. Finalement, je finis ma journée en m'abritant derrière les îles des Ambiers. L'archipel forme une petite baie abritée du vent et des vagues. Je fais une pause d'un jour chez ma grand-mère à Sanary-sur-Mer car le vent est trop violent pour que je puisse passer le cap Siciel. Aujourd'hui, le vent est tombé, je m'embarque donc pour enfin passer le fameux cap Siciel. Sans vent et avec seulement un résidu de la houle d'hier, je le passe en milieu de matinée sans aucun problème. Juste après avoir passé le cap, je vois deux îlots pyramidaux l'un à côté de l'autre comme les deux doigts de la main. Ils sont nommés les deux frères. Je décide de passer au milieu comme j'ai pu le faire pour la faille dans les calanques. Je tente pour la première fois de pêcher avec mon trident, mais à peine entré dans l'eau, je me fais piquer par une méduse. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Je contourne Saint-Mandrier et sa base militaire, puis je m'avance vers Toulon pour passer le port avant les ferries que je vois arriver au loin. Je mets alors beaucoup de temps avant de trouver une plagette pour bivouaquer ce soir. Je quitte mon bivouac après une nuit pas terrible et me dirige vers la presqu'île de Gien. Sur la route, je réussis à attraper un maquereau à la traîne, je vais pouvoir manger du poisson frais ce soir. J'atteins enfin la presqu'île de Gien et je rencontre plein de kayaks. Intrigué, je regarde un peu leur parcours et je remarque qu'ils se massent dans un creux de la falaise. Je m'avance et découvre une grande brèche dans la paroi dans laquelle les kayakistes s'engouffrent. Je les suis et découvre une énorme grotte semi-immergée.
Je trouve au soir une petite plagette abritée, je m'y installe et fais griller le maquereau. Je décide de longer la face nord de Porquerolles pour ensuite couper par la mer. Je distingue très vite le fort de Brégançon, le dépasse et m'arrête sur des rochers un peu plus loin. Je teste pour la première fois la pêche au trident, si l'on exclut ma toute première tentative avortée par un piquant de méduse. Après quelques échecs, je finis par attraper un magnifique roucaou. Ça y est, l'opération est digne de porter le nom de Neptune. Je passe le Lavandou et dépasse de grandes et belles plages, puis m'arrête au Cap Maigre. Les fonds marins sont beaux, je vois plein d'étoiles de mer et d'anémones. Je remarque alors une plaque en céramique commémorant le débarquement des commandos d'Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale pour attaquer une batterie allemande. Je pense un moment à ces hommes qui se sont tenus là où je me tiens, dans de terribles circonstances. Le sable dans l'eau brille sous le soleil, avec comme des paillettes d'or et d'argent. Je tente une nouvelle fois de pêcher avec le trident dans ces eaux limpides, mais il y a tellement de méduses à éviter que je suis davantage concentré sur ces dernières que sur les poissons. Je rentre bredouille, me prépare une bonne soupe et vais me coucher sur la posidonie séchée faisant office de matelas. Aujourd'hui, il y a un gros vent de face dès 9-10 heures du matin. J'ai l'impression de faire du surplace, ce qui mine un peu le moral. Heureusement, je finis par passer le Cap Lardier puis le Cap Théia. En fin de journée, je trouve un spot pour bivouaquer, une plage de bois flotté à proximité du Cap Camara. Le bois fera office de matelas pour ce soir. Je m'efforce d'ordonner les bâtons de bois dans le même sens pour mettre de l'ordre dans ce lit et rendre ce matelas de bois un peu moins inconfortable. Je me baigne, mange et m'endors. Aujourd'hui c'est parfait, j'ai beaucoup moins de vent. J'en ai encore un petit peu au niveau du cap, mais il tombe très rapidement après l'avoir dépassé. J'en profite pour avancer à fond. Je coupe pour aller vers Sainte-Maxime. Je m'arrête enfin après une bonne matinée sans vent où j'ai pu avancer à vive allure. Je mange et me baigne pour me rafraîchir.
Je m'arrête dans un camping à Fréjus, je prends un melon que je mangerai ce soir accompagné d'une pizza que je m'empresse de commander. C'est le ventre plein après un dîner royal que je m'en vais dormir. Je file en passant Fréjus et Saint-Raphaël vers le massif de l'Estérel. J'arrive devant l'île d'Or. Cette île me rappelle l'île Noire des aventures de Tintin. Hergé se serait peut-être inspiré de cette île pour écrire cet ouvrage. Il fait très chaud aujourd'hui, je me jette à l'eau régulièrement, c'est l'idéal pour me rafraîchir. Je passe dans des tunnels sous-marins qui, un peu comme des passages secrets, me permettent d'accéder à une autre partie de l'île sans avoir à en faire le tour. Aujourd'hui, j'ai vu à nouveau des vélèles, les petites créatures violettes que j'avais déjà vues près d'Agde. Je m'arrête pour dormir sur une petite plage isolée, coincée au sein des falaises ocres de l'Estérel. Aujourd'hui, je m'engage direction les îles de l'Airain au large de Cannes. En arrivant sur la première île, l'île de Saint-Honorat, je découvre l'abbaye de l'Airain et le fort Saint-Honorat juste à côté. En faisant le tour de l'île pour me diriger vers la plus grosse île de l'archipel, l'île Sainte-Marguerite, je me retrouve face à une flotte de bateaux de plaisance comme je n'en ai jamais vu. Je m'arrête au niveau d'un écomusée que j'avais repéré, c'est-à-dire des statues de pierre immergées à quelques mètres sous l'eau que je m'empresse de découvrir à la nage. Ce soir, je m'arrête sur une petite plagette tranquille un peu plus loin. Je me réveille après une bonne nuit de sommeil sur la petite plagette de l'île de Sainte-Marguerite. Je prends la mer direction le cap d'Antibes. Il y a un peu de vent et arrivé aux alentours du cap, mon rythme est considérablement ralenti à cause de puissants courants contraires. Je finis par passer le cap et désormais le vent n'est plus que de travers et j'échappe au courant, je peux redescendre sur Antibes facilement.
J'admire la tour Grimaldi qui se dresse au bord de l'eau, ainsi que le fort Carré, une citadelle Vauban à côté du port de la ville. Je finis ma journée dans un camping à Villeneuve-Loubet, le dernier de l'aventure. Je m'avance vers Nice et j'arrive assez vite au niveau de l'aéroport dont les pistes s'avancent dans la mer. Je contourne en admirant les va-et-vient des avions. Tout d'un coup, je repère un banc de thon qui passe à toute allure sur mon kayak. Un puissant vent de face se lève. Il m'a fait galérer pour passer le Cap Ferrat, mais après l'avoir passé, je me suis accordé une longue pause pour récupérer. Je finis ma journée en m'arrêtant au club nautique de Èze, une petite ville juste avant Monaco. Ils ont accepté de m'héberger pour la nuit dans leurs locaux. Je passe le Cap d'Aille et arrive en vue des montagnes de la côte italienne. J'y suis presque. Italia! Italia! Il me reste encore à traverser Monaco. Je m'arrête quelques instants devant le magnifique bâtiment du musée océanographique. Le reste de la ville, très urbanisé, est un peu moins beau. Je continue ma route et passe le Cap Martin. Je suis désormais en vue de Menton et de la frontière italienne. Je m'arrête pour me rafraîchir un peu. Ça y est, je suis en Italie. Il ne me reste plus que quelques kilomètres à parcourir pour atteindre 26 000 et mettre fin à cette aventure. Je profite pleinement des derniers kilomètres en me repassant dans ma tête tous les moments forts de la traversée. Je mets pied à terre pour la première fois en Italie, sur la plage de Galets de Ventimille. J'ai parcouru près de 700 km sur 43 jours depuis Portbou en Espagne, et me voilà arrivé en Italie.